Quand on regarde ce tableau, il y a quelque chose, il y a une sensation, un peu comme si on y était, comme si on pouvait presque sentir l'odeur du sang. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. C'est pas juste une peinture, hein, c'est presque une œuvre philosophique. Il y a une vérité derrière qui s'en dégage, enfin je crois. Alors il y a certains détails qui ont amené à des confusions. Par exemple, je sais pas si vous voyez le public là derrière, avec ses pouces vers le bas. On croit souvent qu'il signifie la mort du vaincu, mais ça, historiquement, c'est pas attesté. C'est une idée qu'on a, qui a été reprise dans les films d'ailleurs. C'est pas ça le plus important, pas vraiment en tout cas. Ce tableau, il évoque autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond. Il évoque des valeurs, il évoque des émotions aussi. On est de suite plongé au cœur de la Rome antique. Au début de notre ère, certainement, ce qui correspond à l'âge d'or des gladiateurs. À cette époque, Rome domine carrément le monde occidental. 20% de la population mondiale vit dans l'enceinte de l'Empire, c'est absolument énorme. Et le Colisée à lui seul fait déjà 50 000 spectateurs. Et là, il est plein à craquer. On entend les cris, l'excitation. Et pourtant, il y a un homme, voire des hommes qui viennent de s'effondrer. Ils sont en sang. Hein. Et tout le monde regarde. Tout le monde applaudit. C'est absolument terrifiant. Et c'est fascinant aussi. Je crois que le plus fascinant, ça reste l'homme là debout. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, on pourrait se demander, hein, est-ce que c'est un esclave? Non, c'est pas un esclave. Les Romains ont essayé de mettre des esclaves dans les arènes. Spartacus, c'est un nom que les Romains sont pas prêts d'oublier. C'est un esclave qui se révolte, qui prend les armes, et finalement qui renverse même quelques légions romaines. Après ça, les Romains ils avaient compris quoi. Pas d'esclaves dans les arènes, c'est terminé. Donc non, cet homme qu'on voit là, hein, il est probablement libre. Enfin plus ou moins, en tout cas il a choisi d'être là. Et il était pas le seul. Hein. 600 ans au total. Hein. Et plus de 300 arènes dans l'Empire. Donc pendant 600 ans, il y a des hommes qui sont descendus de leur plein gré pour se battre. Ils avaient un contrat, ils vivaient dans des casernes avec des femmes, des enfants, mais leur liberté était réduite. Et à tout moment, ils pouvaient mourir. Alors pourquoi ils faisaient ça? Ben, pour la gloire, pour l'argent, pour la bagarre aussi, et puis comme toujours les femmes. Certains étaient célèbres, et ils séduisaient des grandes dames romaines. C'était des courageux qui mettaient leur vie en danger. Alors, est-ce que chaque combat finissait par la mort? Non, pas forcément. Au-delà de la mort, il y avait deux autres issues possibles, la blessure et l'épuisement. Un gladiateur, il pouvait abandonner, il pouvait se remettre au choix du public, et souvent, le combat, il s'arrêtait par épuisement. Ça, on le sait aujourd'hui. On le sait parce qu'on a essayé de refaire les mêmes combats, avec les mêmes armes, hein, bon, avec moins de danger évidemment. C'est ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Et le résultat, eh bien, c'est qu'un duel à mort, ça dure rarement longtemps, parce que c'est épuisant justement. Donc le plus souvent, on arrête avant l'issue fatale, et on laisse le public, ou la personne qui a payé, décider du sort du perdant. C'est pas le seul personnage qui est intriguant ici sur ce tableau. Jérôme, le peintre, il a fait un choix assez particulier. Déjà, il peint ça au 19e siècle, 1800 ans après. Ça le fascine toujours, alors que c'est 1800 ans après. Et il fait un choix intéressant. Il décide de représenter aussi le public. Et pas n'importe comment, le public n'est pas ici en arrière-plan. Non, le public ici, il prend autant de place que les gladiateurs. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle. Un spectacle où on voit des hommes mourir. Et voir des hommes mourir était un plaisir. Plus ils mouraient, meilleur était le spectacle. Ça nous a été confirmé, encore une fois, par la recherche contemporaine. Mais regardez bien la composition. Les gladiateurs et le public, ils sont reliés par une même couleur, un rouge pourpre. Le sang, quoi. C'est ça que Jérôme veut montrer. Le désir de violence. La violence qui rassemble le peuple de Rome. Tout le monde était là pour voir de la violence. J'avais lu une phrase de Nietzsche là-dessus. Si je me souviens bien, c'était « Voir souffrir fait du bien, faire souffrir, plus de bien encore ». Ce tableau, c'est exactement ça en fait. Et le plus dérangeant, c'est que c'est pas seulement une critique des Romains. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, on est civilisé, que tout ça, c'est fini. Mais ce tableau, il continue de nous fasciner. La violence continue de nous fasciner. Regardez les films, les jeux vidéo aussi. La violence était du divertissement à Rome, et ça l'est toujours aujourd'hui. On a même inventé un sport pour ça, qui s'appelle le MMA, le Mixed Martial Arts. Et ce sport, il ressemble à ça.
Donc 2 combattants enfermés dans une cage sous les yeux du public. Ça, c'est un spectacle. Et on adore ça. Hein. Dans d'autres sports, on cache la violence. On essaie de l'adoucir. Pas ici. Ici, elle est brutale. Elle est totale. Et on aime ça. Alors oui, les risques sont moindres qu'à Rome. Mais nos instincts, ils sont les mêmes. On veut voir de la souffrance, on veut voir de la violence. Mais on la théâtralise pour la rendre un peu plus acceptable. Alors pourquoi ces combattants continuent encore aujourd'hui de monter dans l'octogone ? Il y a un homme absolument extraordinaire, qui est un historien de la Rome antique, qui s'appelle Paul Veyne. C'est quelqu'un qui a dédié sa vie à la psychologie humaine, pour comprendre les Romains. Et Paul Veyne, il a une réponse à ça. Il nous dit que, dans toutes les époques, il y a des hommes comme ça finalement, c'est-à-dire des bagarreurs, des marginaux, de toute classe sociale, des hommes qui embrassent la violence, qui la mettent au service d'une cause qu'ils jugent noble. Et ça nous dérange. Parce qu'on aimerait se croire pacifiste. Et ces mecs-là, ils nous rappellent à chaque instant qui nous sommes. Et là vous comprenez pas. Et là, certainement, vous comprenez pas pourquoi je suis en train de vous montrer cette femme qui est en train de jouer avec des singes. Cette femme, c'est Jane Goodall. Elle a étudié les chimpanzés toute sa vie. Et elle a découvert quelque chose d'assez troublant, justement, sur les chimpanzés. Dans les années 70, elle observe que les chimpanzés font la guerre. Mais pas de n'importe quelle manière. Ils font la guerre, parfois sans raison. Nos cousins se battent, ils s'entretuent, et c'est peut-être ça, en fait, la vérité terrible de ce tableau. C'est pas juste une scène historique, c'est pas juste une scène qui est jolie à voir, c'est une fenêtre sur nous-mêmes, sur notre fascination continue pour la violence. À Rome, au 19e siècle, aujourd'hui encore, ça veut pas dire qu'on est condamné, on peut canaliser cette violence, on peut la sublimer. Et c'est là, je crois, que l'art intervient, et y compris l'art martial d'ailleurs. L'art permet de mettre en scène la violence, et c'est ça que Jérôme prouve par son tableau. L'art soulage, c'est une forme de catharsis. Mais pas seulement, si on voulait juste se libérer de la violence, on irait simplement frapper son voisin. Nietzsche disait justement que le problème, c'est pas la souffrance elle-même, c'est son absence de sens. Avant, on avait les mythes, on avait la religion qui donnait un sens à cette souffrance. Aujourd'hui, cette souffrance, elle est absurde. Dieu est mort. Du coup, pourquoi souffrir ? Comment se fait-il qu'on souffre ? Et c'est là que l'art intervient. L'art donne une forme à la violence, un cadre, une raison d'être. C'est pas juste une catharsis, il y a un sens derrière ça. Et le MMA, c'est exactement ça. La violence ritualisée structure l'existence. Mais on parle pas ici de n'importe quelle forme de violence. Voir souffrir fait du bien, faire souffrir, plus de bien encore. Encore une fois, Nietzsche, on y revient. Cette phrase, elle est troublante. Comme si la contemplation, finalement, ne suffisait pas. Qu'elle n'était pas assez intense. Et finalement, ce tableau, ce combat de MMA, on le regarde, on est spectateur. Mais ce que nous dit Nietzsche, c'est que justement, on peut faire plus. On doit faire plus. On doit pratiquer cette violence. C'est pour ça que le sport est absolument essentiel. La création artistique aussi. Jérôme, il fait pas que nous présenter la violence. Il la vit d'une certaine manière. Il produit cette violence dont il a besoin. Derrière la violence, il doit donc y avoir de l'effort. Sinon, c'est fade, c'est trop facile. Et c'est pour ça d'ailleurs, je crois que les jeux vidéo explosent en ce moment. Parce que ça nous permet de délivrer une forme de violence de manière très rapide et sans effort. Et cette violence, en fait, on la met en scène depuis au moins 2500 ans. Homère l'avait compris. L'Iliade, c'est une histoire de violence. C'est des Grecs qui se battent, il n'y a pas de gentils, pas de méchants, juste de la violence. Pour quelle raison, on ne sait pas vraiment. Ça peut être une femme, ça peut être l'honneur, peut-être les dieux aussi, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que Achille, qui est le héros, est loin de nos idéaux modernes. Il est violent, il est vengeur, il est cruel. Pour vous donner une idée, il sacrifie 12 hommes sur la tombe de son ami, parce que son ami est mort. Et les dieux dans tout ça, c'est les pires en fait. Ils jouent avec les hommes, comme un chat avec une souris. Il n'y a pas de but à leur violence, c'est juste un spectacle, ils s'amusent. Et pourtant l'Iliade est absolument magnifique, je vous conseille vraiment de la lire, vous verrez. C'est étrangement contemporain. Tout ça, ça me donne un peu envie de relire l'Iliade. Je dois avoir une vieille édition dans ma bibliothèque. Ah voilà, elle est là. Alors, chant 16, Patrocle est en fureur. Je vous laisse avec ces quelques mots. Ainsi, Patrocle enleva du char, à l'aide de sa lance éclatante, Testor, la bouche béante. Et celui-ci, en tombant, rendit l'âme.
Puis il frappa d'une pierre dans la tête Erialos, qui s'élançait, et dont la tête s'ouvrit en deux, sous le casque solide, et qui tomba et rendit l'âme, enveloppé par la mort.